Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur ce webinaire du Ségur du numérique en santé. Heureux de vous retrouver. Pour celles et ceux d'entre vous qui étiez déjà présents sur un des webinaires que nous avions réalisé au mois de juillet. J'espère que pour vous l'été s'est bien passé, même si le temps aujourd'hui est plutôt un temps de septembre, novembre, enfin en tout cas bien adapté à la date calendaire. Donc, ce que je vous propose, peut-être comme d'habitude, messieurs, dames, c'est d'attendre quelques minutes. Je crois que vous étiez un peu plus d'une cinquantaine de personnes inscrites. Vous êtes déjà une trentaine de participants. Merci pour votre présence. On se donne quelques petites minutes pour permettre à nos collègues de nous rejoindre, pour celles et ceux d'entre eux qui n'ont pas pu se connecter à 15 heures. Pour faciliter en fait les échanges, je me permets de rappeler, vous avez en bas à droite de votre écran une petite icône chat sur laquelle un certain nombre d'entre vous ont déjà passé un bonjour et je les salue également à l'occasion. Et en fait, c'est par ce biais que vous pourrez, si vous le souhaitez, poser des questions au fur et à mesure de l'intervention. On est ensemble pour une petite heure. L'idée, c'est de pouvoir peut-être vous faire un petit point sur l'actualité cyber et l'actualité de la conformité numérique sous forme d'un petit panorama de 40-45 minutes. Et puis, je vous propose qu'on se laisse le temps de pouvoir échanger à travers les questions que vous pourriez saisir dans le cadre du chat dont je vous parlais un instant. Et donc, je tenterai d'y répondre dans la mesure du possible pour pouvoir éclairer ou en tout cas illustrer les questions que vous pourriez poser. Donc, peut-être juste pour vous présenter, donc on est sur un 14e même webinaire, je ne l'ai pas mis à jour. En fait, dans le domaine cybersécurité et conformité numérique, on a le plaisir de pouvoir animer plusieurs ateliers, plusieurs webinaires que l'on a mis en place au titre de l'équipe CAPSI, qui est la cellule d'appui à la protection des systèmes d'information, qui est donc un service du GRADE, le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Nous sommes installés à Hyères, dans le Var, et en fait, notre mission est de pouvoir soutenir vos travaux dans le cadre de la cybersécurité, de la conformité numérique, tout ce qui est mis en place dans vos établissements. Et pour mémoire, en fait, on adresse à la fois les communautés sanitaires, médico-sociales, nos collègues professionnels libéraux et également les structures de coordination. Donc, vous voyez qu'en fait, là, vous retrouvez un petit peu la liste des webinaires qui ont eu lieu précédemment. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de pouvoir y participer en direct, sachez que chacun de ces webinaires est disponible en replay sur voilà, l'espace habituel sur lequel vous vous connectez. Donc, vous voyez, on a parlé de l'analyse de risque, on a parlé des postures, d'hygiène numérique, un certain nombre d'éléments. Donc, et aujourd'hui, l'ambition, c'est de pouvoir échanger sur un petit panorama de l'actualité autour de la cybersécurité et de la conformité numérique pour l'ensemble des communautés, que ce soit à la fois le médico-social ou le sanitaire. L'ambition, c'est d'essayer de vous apporter peut-être quelques éléments d'information sur ces domaines pour chacune de vos communautés. Voilà, je vois que nous sommes un peu plus d'une trentaine. Ce que je propose, il est 15h05, c'est de pouvoir démarrer. Nos collègues nous rejoindront en cours de route. Peut-être revenir sur le sommaire un petit peu de cet échange. Comme je vous disais, ça va être une quarantaine de minutes et puis surtout un temps de questions-réponses. Alors malheureusement, comme on est assez nombreux, les micros sont coupés, mais vous avez l'opportunité via le chat de pouvoir poser les questions au fil de l'eau et je vous propose d'y répondre à la fin de la présentation. Donc un point sur la cybersécurité, un point sur la conformité numérique, et puis un petit point d'information sur le programme CARE que la majorité d'entre vous connaissez et qui est un programme de soutien national à toute la mise en œuvre de la sécurité des systèmes d'information qui concerne vos établissements et vos structures et pour lequel
le ministère met en place une dotation d'un peu plus de 28 millions d'euros sur 4 ans, à travers un certain nombre de domaines, mais on pourra y revenir en détail. Alors, sur le panorama de la cybermenace, pour un certain nombre d'entre vous qui étiez déjà présents au mois de juillet, quand on avait fait ce webinaire d'actualité, j'avais déjà eu l'occasion de présenter ce panorama. Donc je vais aller relativement vite, puisque si vous souhaitez avoir plus de détails, n'hésitez pas peut-être à vous reporter au replay du mois de juillet, qui détaille un petit peu tout ce rapport d'activité et ce panorama de la cybermenace qui avait été publié par l'ENSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui avait notamment dressé un petit peu un paysage de la cybermenace qui touche la France et les pays européens de manière générale, avec à l'époque un niveau de menace qui était et qui est toujours en augmentation, hein, lié notamment aux tensions géopolitiques qu'on connaissait entre les conflits en Ukraine, les conflits israéliens, etc. Du coup, également, la proximité d'un certain nombre d'événements internationaux. Alors, on s'attendait à avoir un fort niveau d'attaque informatique pendant la période des Jeux olympiques. Il y a eu un gros travail qui a été fait par l'ANSSI et par les opérateurs concernés par les Jeux olympiques et leur organisation, pour justement, très en amont, prévoir, mettre en place des outils de détection, mettre en place des outils qui permettent de faire du délestage, notamment par rapport à des attaques qui sont destinées à saturer des sites. Et quelque part, j'allais dire, ces dispositifs ont permis d'endiguer un petit peu les attaques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un retour d'expérience qui va être fait par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui détaillera justement comment cette préparation s'est faite et comment finalement les attaques ont pu être maîtrisées, même si on n'a pas eu d'effet, et c'est tant mieux. Je veux dire, les attaques ont pu être contenues, mais là encore, je vous invite notamment, si vous avez l'opportunité, sachez que le 28 novembre, à Aix-en-Provence, l'équipe CAPSI organise sa journée annuelle autour de la cybersécurité pour le sanitaire et le médico-social. Et on aura l'opportunité notamment de recevoir 2 personnes de l'ANSSI qui feront justement un retour d'expérience sur comment les JO se sont passés sous l'aspect cybersécurité et prévention de la cybermenace, et quelles sont les mesures qui ont été mises en place et comment elles ont pu permettre de juguler, d'endiguer les attaques que l'on craignait sur cette période. Donc je ne reviens pas sur les profils d'attaquants. On avait parlé maintenant d'un côté industriel, hein, et véritablement professionnel, avec des attaquants qui se professionnalisent, qui se spécialisent, qui créent même des services qui mettent en location. Un peu comme vous pouvez aujourd'hui louer une voiture, eh bien là vous pouvez louer des outils malveillants ou des outils d'attaque qui sont construits par des groupes de cyberattaquants qui vont mettre à disposition. Donc je ne reviens pas en détail sur ces éléments. On avait déjà eu l'occasion d'en parler au mois de juillet, mais je me permettais de vous redonner un petit point d'actualité là-dessus. Sachant qu'à l'époque, on avait déjà mis en évidence les opportunités que saisissaient les attaquants. C'était bien sûr l'exploitation des faiblesses des systèmes d'information qui sont les nôtres, avec notamment des équipements qui étaient mal sécurisés et qui étaient exposés sur Internet. Et vous verrez que dans le cadre du programme CARE dont je vous parlais, un des enjeux du domaine 1, c'est de pouvoir permettre aux établissements de conduire des audits des actifs qui sont accessibles sur Internet et de pouvoir lever éventuellement les vulnérabilités et y remédier. L'exploitation de vulnérabilités logicielles, je ne reviens pas, on en avait parlé également. J'avance un petit peu sur cette partie-là. Je vous ai mis peut-être un élément là qui cette fois est produit par nos collègues du CERT Santé. Le CERT Santé, on va dire, ce sont un peu les cyberpompiers du ministère de la Santé et qui sont spécialisés dans la réponse à incidents et dans le fait de pouvoir assister et apporter
soutien aux établissements qui font l'objet de cyberattaques. Pour mémoire, par exemple, on avait connu dans la région il y a quelques mois une cyberattaque qui avait touché l'établissement de Cannes, et c'est le CERT Santé qui avait piloté la réponse à incident, bien évidemment en partenariat et en soutien de l'établissement cannois. Donc, le CERT Santé met à disposition des statistiques, vous voyez, sur les incidents qui ont été déclarés. Puisque là, pour mémoire également, la plupart d'entre vous avaient en tête qu'il y a une déclaration obligatoire de notre part en tant que gestionnaire de la sécurité des systèmes d'information d'un établissement. Dès que l'on déclare un événement, enfin dès qu'on a un événement finalement indésirable lié à une cyberattaque ou à un incident d'exploitation d'une activité numérique, on est tenu de le déclarer sur le portail des événements indésirables au même titre qu'on le fait pour des incidents de soins ou des choses de ce type-là. Et c'est sur la base de ces déclarations que le CERT Santé met à disposition ces statistiques que vous avez à l'écran. Donc, vous voyez, pour le mois de septembre, les informations qui avaient été indiquées font mention d'une cinquantaine d'incidents qui ont été déclarés. Et notamment, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à la fois, on a toujours à peu près la moitié des incidents qui sont liés à une origine malveillante. On a un peu moins de la moitié qui sont liés à des problèmes d'exploitation ou des problèmes liés à j'allais dire, un défaut d'intégrité, par exemple, dans les données qui ont pu donner lieu à une indisponibilité des systèmes informatiques, mais on reste majoritairement sur des origines malveillantes qui sont à l'origine d'incidents qui sont subis par à la fois nos collègues du sanitaire ou du médico-social. Et dans les origines d'incidents déclarés, vous voyez qu'on là, pour le mois de septembre, à titre d'illustration, on a toujours les opérations de phishing, les fameux hameçonnages, le fait en fait d'un cybermalveillant qui va envoyer un message contenant une charge malveillante en vue d'infecter le poste ou de manière un petit peu plus déguisée, d'installer un système à l'insu de son propriétaire pour pouvoir en fait dérober des mots de passe, dérober des accès. Donc c'est les infostealers dont parle la statistique du CERT. Quelque part, c'est quelque chose qui est assez anodin puisque ça ne va pas donner d'éléments perturbateurs. La personne peut se dire, bah, tiens, j'ai cliqué sur le lien, rien ne s'est passé, je ferme l'écran. Mais en sous-marin, des choses ont pu se charger sur la machine et les postes de travail de l'utilisateur. Donc c'est ce qui ressort aussi, ça reste des points d'entrée pour les attaquants. On a aussi, là encore, un incident qui était lié à l'utilisation d'une clé USB qui avait été installée sur un poste informatique et cette clé USB était infectée. Et du coup, elle a permis la diffusion d'un maliciel qui a permis à des attaquants, en tout cas, de pouvoir prendre le pied sur une partie du système d'information et de pouvoir engendrer une perturbation. Toujours nos attaques par rançongiciel, malheureusement, dont beaucoup d'établissements sont victimes. Là, en l'occurrence, c'était sur le périmètre des activités support autour de la paye et des ressources humaines, qui avait entraîné le chiffrement et donc l'indisponibilité de l'ensemble des données sur l'activité administrative de l'établissement. Et puis, un élément aussi qui est intéressant à retenir, c'est toute la dépendance que l'on a collectivement par rapport aux parties prenantes externes. Notamment, là, il est mentionné dans le dernier point, une attaque par rançongiciel qui a touché un prestataire auprès duquel un établissement était client et partenaire. Et du coup, le fait de l'indisponibilité de ce prestataire et des services qu'il délivrait au titre d'établissement, notamment c'était toute la gestion des plannings, a rendu du coup indisponible une partie de l'activité et des processus de planification d'activités, de soins ou autres pour l'établissement qui a dû passer en mode dégradé. Un élément aussi qui peut être intéressant dans la statistique qui revient, c'est aussi, il est noté, même si c'est 2 cas, ça reste marginal, mais on a aussi toujours
le recours aux fraudes dites au président. Vous savez, ces tentatives qui consistent à aller peut-être modifier des RIB ou faire modifier des coordonnées de fournisseurs en vue simplement de faire en sorte que quand il y a une facturation, quand il y a un paiement de facture, ça puisse être routé, dérouté vers un RIB ou un IBAN qui serait frauduleux ou dont la destination ne serait pas celle du prestataire ou du fournisseur légitime. Donc là encore, c'est des choses qui se développent et malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué à détecter et l'origine à détecter dans le sens où maintenant les attaquants utilisent les outils, notamment liés à l'intelligence artificielle, qui permet de masquer et de rendre encore plus crédible le scénario ou le message de phishing ou le message d'invitation à changer un RIB, etc. Donc là encore, c'est la vigilance de chacun d'entre vous qui permet de détecter et qui permet peut-être d'avoir la bonne posture. Et on en revient à ce qu'on évoquait, l'intérêt de la sensibilisation, de la formation et le fait de répéter peut-être un petit peu ces messages, même si c'est un peu lassant, mais ça reste quand même des postures de vigilance qui font la qualité de la sécurité de nos établissements et de nos pratiques. Voilà un peu pour ces éléments. Je reviens par exemple sur un exemple là d'attaque. Vous voyez, c'est un centre hospitalier qui avait fait l'objet en fait d'une attaque par rebond à partir de l'équipement personnel d'un praticien libéral. Et cet équipement personnel, donc un ordinateur portable, avait été compromis. Comme le praticien libéral disposait d'accès sur l'établissement médical, bien finalement, les attaquants, par rebond, finalement, avaient pu s'infiltrer dans le centre hospitalier. Et vous avez un petit peu la chaîne de compromission, donc je ne la détaille pas. Mais là encore, quand je parle de partie prenante, c'est se dire, on a beau, là encore, je reprends toujours mon image du château fort, on a beau monter des murs, installer des créneaux, des donjons sophistiqués, des bastions, on est toujours dépendant un petit peu de l'interopérabilité de nos systèmes et des relations qu'on a avec un certain nombre de parties prenantes extérieures. Et l'évangélisation et la diffusion des bonnes pratiques et de l'hygiène numérique, il est nécessaire aussi de la faire auprès des parties prenantes avec lesquelles on travaille. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, vous aurez le support, mais ça, en tout cas, vous voyez, ces systèmes de rebond, malheureusement, ils existent aussi dans beaucoup d'hôpitaux. Donc ça, c'était quelque chose qui est arrivé en 2024, qui est assez récent. Je reviens aussi sur un élément dont on avait parlé cette fois au mois de mars. Je vous avais parlé de ces fameuses attaques dites par déni de service. Le principe, c'est de saturer les serveurs de requêtes pour faire en sorte qu'à un moment, ils tombent à genoux et qu'ils ne soient plus en capacité de délivrer le service pour lequel ils sont faits. Et donc, en fait, on n'arrive pas à se connecter, la requête n'aboutit pas, etc. Et vous vous souvenez qu'on avait échangé, pour celles et ceux d'entre vous qui aviez assisté à cet élément d'actualité, au fait que c'était une revendication d'un groupe de cyberattaquants qui s'appelait Anonymous Sudan. Je l'ai remis en mémoire parce qu'en fait, on a appris, là, c'est sorti dans Le Monde vers midi, les protagonistes du groupe Anonymous Sudan ont été arrêtés. Et en fait, ce sont deux frères soudanais de 22 et 27 ans qui ont été arrêtés par les autorités américaines. Bon, ils vont être jugés. Les procureurs fédéraux, bon, pour l'instant, ils ont été arrêtés hors des États-Unis et ils vont être, exfiltrés vers les États-Unis pour être jugés. Donc le réseau a été démantelé, mais en fait, ces attaquants qui avaient des motivations, on va dire, religieuses ou nationalistes, notamment, c'était ce groupe-là qui avait visé les pays du Nord, notamment suite à des mouvements d'extrême droite qui avaient brûlé des exemplaires du Coran. Et en fait, ils avaient attaqué donc déjà
ces pays du nord européen. Et la France avait été une cible parce que, notamment, il y avait à nouveau l'aspect des caricatures, excusez-moi, qui avaient été faites du prophète, etc. Donc, ces motivations avaient fait que la France avait été une cible. Et notamment, vous vous rappelez qu'au mois de mars, le réseau interministériel de l'État, donc ce qui relie finalement toutes les entités ministérielles ou publiques, avait été mis à mal par ce système de botnet, donc d'équipements informatiques qui à un moment vont faire converger des requêtes pour saturer la cible. En l'occurrence, c'était le réseau interministériel de l'État. Donc, là encore, quand je disais, donc ils ont été arrêtés, on l'a appris là à midi, le réseau a été démantelé, bon, visiblement, oui, deux frères, 22 et 27 ans, qui étaient à l'origine de ce botnet, visiblement avec un soutien financier pro-russe, ou en tout cas, bon voilà, on peut pas l'affirmer, mais il y avait un financement, en tout cas un intérêt, un soutien de la part de l'État russe par rapport à leurs activités. Et quand je disais tout à l'heure qu'on est sur un mode industriel, ces deux frères louaient leur réseau de botnet, donc ces fameuses machines zombies qui allaient lancer des attaques et qui étaient à leur discrétion et à leur usage exclusif. Et en fait, on estime qu'ils ont été à l'origine d'à peu près 35 000 attaques. Et ce qui explique le fait que les États-Unis aient lancé j'allais dire un mandat d'arrêt par rapport à ces deux cybermalveillants. Ils avaient été notamment à l'origine de l'arrêt d'un centre hospitalier de Los Angeles qui avait conduit à un déroutage et un délestage des soins, notamment des soins d'urgence. Et là, je regardais les chefs d'inculpation qui seraient requis par le procureur américain. Visiblement, il requiert la perpétuité pour l'un des deux frères par rapport au fait qu'ils auraient mis en péril la vie, voilà, notamment des gens aux urgences, etc., etc. Donc voilà, l'actualité, il y a des attaques, mais il y a aussi des gangs de cyber malveillants qui sont démantelés, même si c'est toujours la course entre le gendarme et le voleur. Il y a quand même des succès qui existent. Voilà, c'était juste un petit éclairage pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait évoqué ensemble il y a quelque temps maintenant. Alors, peut-être refaire un petit point sur les nouvelles réglementations en approche. En fait, finalement, on avait déjà parlé d'un certain nombre de choses, dont la fameuse directive NIS 2, je vais y revenir. On a aujourd'hui 3 textes européens qui sont dans les radars et qui vont nous concerner toutes et tous dans le cadre de nos activités sanitaires ou médico-sociales. C'est des textes qui avaient été initiés, vous voyez, depuis un petit moment, depuis 2022. Donc, ils sont passés dans les différentes commissions européennes avant d'être promulgués, etc. On a la directive NIS 2 sur laquelle je vais revenir de manière un peu plus détaillée. On a une directive périphérique qui s'appelle la directive résilience des entités critiques et qui concerne en fait les établissements qui étaient ce qu'on appelait par le passé opérateurs de services essentiels, dont par exemple un certain nombre d'acteurs de la santé font partie. Là encore, cette directive, qui est finalement un petit peu la directive jumelle de la directive NIS 2, impose des niveaux de sécurité, et notamment de sécurité physique, dans les secteurs dits critiques, comme notamment un certain nombre d'opérateurs de santé. Donc je ne redétaillerai pas, mais sachez que cette directive-là, pour NIS 2 et pour la directive REC, comme ce sont des directives européennes, elles ne s'appliquent pas de manière directe, hein, elles doivent être transposées en droit national, et il était prévu que pour aujourd'hui, 17 octobre, les transpositions en droit national soient réalisées dans tous les pays européens. Alors, bien évidemment, compte tenu un petit peu des difficultés qu'on a eues sur, on va dire, l'absence de gouvernement et l'absence de fonctionnement législatif liés aux événements politiques qu'on a connus, il y a eu beaucoup de retards qui ont été pris par la France, et le directeur de l'ENSI expliquait que voilà, le 17 octobre, donc aujourd'hui, rien ne se passerait en termes de transposition.
Donc la France prend un petit délai supplémentaire pour publier les textes nationaux qui vont transposer dans le droit national les recommandations et en tout cas les exigences NIS 2 et REC. Un peu à l'image du RGPD, sur ces deux textes, vous vous rappelez, le RGPD, ça avait été lancé en 2016, mais c'était d'application en 2018. Il y avait une sorte de période d'adaptation. Et bien là, on va être un petit peu sur la même chose sur ces deux directives, c'est-à-dire que pendant 3 ans, on va demander aux établissements, aux secteurs d'activité concernés, de faire ce changement de fonctionnement. Et donc, il y aura 3 ans pendant lesquels on aura cette possibilité de monter les échelons de sécurité numérique pour correspondre aux objectifs et aux attentes des deux directives dont je vous ai parlé. Enfin, un autre élément qui peut vous intéresser, c'est pareil, le Cyber Resilience Act, qui est un règlement européen qui, lui, concerne plutôt les produits informatiques. Alors donc, ça ne nous concerne pas directement en tant qu'acteur, mais plutôt en tant qu'utilisateur, que ce soit sur des équipements biomédicaux, sur des équipements bien évidemment informatiques. Et vous voyez que l'ambition de ce texte, c'est d'imposer aux industriels de renforcer la sécurité de leurs produits. Donc, je vous ai mis comme exemple, bien sûr, tout ce qui est produits informatiques, logiciels, téléphones, les VPN, ce qui nous permet nos accès distants, les gestionnaires de mots de passe, et en fait, tout ce qui concerne les équipements connectés. Et en fait, ce règlement établit des standards de sécurité minimaux pour les produits. Et en fait, notamment, une des exigences, ça va être d'imposer aux fabricants le fait d'assurer des mises à jour de sécurité pendant au moins 5 ans après la mise sur le marché d'un produit connecté. On avait souvent le problème voilà, d'un équipement, d'un téléphone qui était plus mis à jour parce que il était jugé obsolète ou trop ancien par un fabricant, un industriel. Donc là, on aura cette garantie, et notamment, il y aura cette garantie un petit peu de, j'allais dire, de nomenclature NF, qui va aussi renforcer ces éléments. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais en tout cas, c'est des garanties supplémentaires qui vont être amenées par les industriels et qui seront obligatoires et qui, en tout cas, qui pourront nous permettre aussi de contribuer à la sécurisation de nos pratiques et de nos usages à travers l'utilisation de produits en s'assurant qu'au moins le temps que le produit soit amorti d'un point de vue comptable, au moins pendant les 5 ans, on bénéficie toujours des mises à jour de sécurité et qu'on ne soit pas sujet à devoir changer ses matériels tous les ans, tous les 2 ans, sous la pression de l'industriel en question. Alors, juste peut-être sur NIS 2, qui est l'élément qui va nous concerner un peu plus, on en avait déjà parlé l'autre fois, on a un petit peu plus d'informations, même si les textes nationaux, je vous disais, sont pas encore décidés, discutés, même s'il y a des choses qui ont fuité un petit peu dans la presse. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Là, on l'avait évoqué, NIS 2, en fait, c'est une directive qui existait déjà. Il y avait une directive qui s'appelait NIS 1, qui concernait un petit nombre d'opérateurs. Pour vous donner une idée, sur la région PACA, on avait 7 établissements qui étaient concernés par la directive NIS 1. Vous voyez que demain, on nous parle de 10 000 entités en France qui vont être concernées par la directive NIS 2. On a vraiment un changement d'échelle. Autant par le passé, cette directive et le fait d'imposer un niveau minimum et d'atteindre un niveau minimum de cybersécurité s'imposait à un nombre réduit d'établissements qui étaient dits opérateurs critiques ou essentiels, pour aujourd'hui passer vers une cybersécurité de masse pour un certain nombre de secteurs d'activité. Il y en a 18 qui sont énumérés. Ça concerne aussi bien les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises privées, qu'elles soient petites ou grandes. Et vous voyez qu'on distingue entre deux choses, les entités dites essentielles et celles importantes. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet. Pour ce qui nous concerne, le secteur de la santé va être concerné
du moment que, comme vous le voyez, du moment finalement qu'on dépasse les 50 collaborateurs au sein de nos établissements, on est considéré au sein de la santé comme une entité importante. Et du coup, on devra se conformer dans les 3 ans qui viennent. Hein, comme je vous disais, il y a une période un petit peu probatoire, si je peux prendre ce terme-là. Pendant les 3 ans qui viennent, on devra se conformer et monter un petit peu en maturité par rapport à nos usages numériques et à la sécurisation de ces usages. Du moment qu'on est prestataire de soins de santé, donc prestataire de soins de santé, c'est hôpital ou assimilé, les laboratoires, les entités pharmaceutiques. Voilà, je ne détaille pas, vous les avez à l'écran. Et du moment qu'on dépasse plus de 250 collaborateurs, on est considéré comme entité essentielle. Là encore, donc, le niveau d'attente en termes de mesures de sécurité est encore plus important. Et il sera nécessaire de devoir se conformer. Alors, on avait cette attente, hein, le fait de dire la directive doit être transposée pour aujourd'hui, le 17 octobre, bon, elle ne le sera pas. Il y a aussi en même temps une petite souplesse avec cette période probatoire de 3 ans. Et là encore, l'ANSSI a expliqué, puisque c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui est à la manœuvre au niveau national, et qui explique que pendant ces 3 ans, l'idée, c'est de faire preuve de pédagogie et d'accompagnement, et de ne pas être dans un modèle coercitif. Mais ce qui veut bien dire que dans 3 ans, on devra être au rendez-vous, tous collectivement, et avoir mis en place les niveaux de sécurité qui sont attendus. Voilà pour cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, dans le chat, j'y répondrai à la fin. Pour vous donner quelques exemples de domaines de sécurité à propos desquels en fait sont fixées des attentes pour les structures concernées, dont nos structures sanitaires et médico-sociales, dans les critères que je vous citais tout à l'heure, c'est effectivement le fait d'avoir un petit peu une gouvernance au niveau de ces politiques de sécurité des systèmes d'information et de pouvoir mener des analyses de risque, d'avoir des procédures de réponse à incidents, pouvoir travailler sur les continuités d'activité, sécuriser tout ce qui est chaîne de relations avec ses sous-traitants ou ses fournisseurs ou ses prestataires. On peut penser par exemple à tout ce qui est télémaintenance ou des choses de ce type-là. Les mesures en termes aussi de formation, de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs qui participent à l'usage numérique pour les former un petit peu à l'hygiène numérique et aux bonnes postures. Et puis, effectivement, le fait de muscler un petit peu, de durcir les conditions d'authentification avec très certainement le développement de l'authentification à plusieurs facteurs. C'est des choses que l'on connaît déjà quand on utilise notre application bancaire. Dès qu'on veut se connecter, vous savez, on reçoit le fameux SMS où il faut se connecter sur une appli que l'on a sur notre téléphone pour en fait valider la connexion. Voilà un petit peu. Alors, similitude avec le RGPD et ce qu'on avait connu un petit peu en 2018, bien évidemment, il y a un côté aussi un petit peu coercitif, quoi. C'est-à-dire qu'on nous dit, ben voilà, dans 3 ans, l'ANSSI deviendra une autorité de contrôle comme elle l'est un petit peu aujourd'hui, mais en même temps, comme on le voit aujourd'hui avec la CNIL qui délivre des amendes, eh bien, on peut s'attendre à avoir aussi des amendes pour manquement, et c'est ce qui est expliqué dans le texte européen. Avec cette fois à la manœuvre, non pas la CNIL comme c'était le cas pour le RGPD, mais l'ANSSI en France qui sera le régulateur national. Donc voilà, là encore, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'être présent le 28 novembre, on aura une table ronde sur ces nouvelles réglementations avec un certain nombre d'experts, à la fois des avocats, des professeurs d'université, des personnes de l'ANSSI, qui seront présents et qui nous dresseront un petit panorama justement sur ce qui nous attend tous collectivement et peut-être la manière de s'outiller, se préparer par rapport à tout ça. Voilà. Je ne détaille pas plus, vous l'avez à l'écran, vous l'aurez sur le support qui est mis à disposition à la suite de la présentation.
Donc ça, c'est un petit peu ce qui était prévu dans les étapes de transposition. Donc vous voyez que le rendez-vous du 17 octobre, on n'y est pas. En tout cas, à l'heure qu'il est, on n'a aucun texte et rien n'est soumis au Parlement, donc on aura un peu de retard là-dessus. Voilà. J'avance un petit peu parce que je vois que mine de rien, il est 15h30. Comment, et je rebondis sur une question de Patrice dans le chat, qui nous dit on va tous être obligés d'avoir du coup un RSI, un DSI ou un DPO en interne. C'est vrai que c'est un vrai problème. Il va falloir animer collectivement. Alors après, se posera la question, est-ce qu'effectivement les établissements ont les ressources et les capacités financières pour créer ces postes-là? Ce qui peut être intéressant, c'est de travailler peut-être sur des logiques de partage. Et voilà, exactement, de mutualisation de compétences et de pouvoir éventuellement avoir des personnes à temps répartis sur plusieurs établissements. Et c'est là où justement aussi le programme CARE peut apporter des solutions et de l'appui financier pour vous aider à vous doter de ce type de fonction ou des équipements requis et nécessaires. Je ne détaille pas, vous avez certainement toutes et tous en tête l'origine du programme CARE. C'était notamment les cyberattaques qu'on avait connues du côté d'un certain nombre d'hôpitaux qui avaient donné lieu à une prise de conscience et la volonté de pouvoir créer une réponse collective et coordonnée pour faire face à la menace. On est vraiment sur un plan pluriannuel avec plus de 750 millions d'euros d'ici 2027. On a déjà 60 millions qui ont été investis dès 2023. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose de pluriannuel avec un engagement fort. Plusieurs objectifs, éviter les cyberattaques, enfin, éviter, non, plus exactement qu'elles aboutissent, c'est-à-dire pouvoir les endiguer, pouvoir les juguler, parce que, bon, de toute façon, on sait tous qu'on subira des cyberattaques. Et oui, effectivement, retarder les attaquants. Notamment, je prends l'exemple de nos collègues du CH de Brest qui avaient fait l'objet d'une attaque. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en est plus à se dire est-ce que je vais être attaqué? C'est se dire on va être attaqué et surtout à quel moment, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'attaque de Brest, c'est que les attaquants ont été pris la main dans le sac, si je peux prendre cette image. C'est-à-dire que les équipes qui étaient au sein du CH, à travers les outils d'alerte, si je prends un peu cet exemple de la maison individuelle, un peu comme si une alarme avait retenti dans la maison qui indique que quelqu'un s'est introduit de manière abusive dans un espace privé, là en fait ils ont été pris la main dans le sac et surtout ils ont été arrêtés. Arrêtés dans leur tentative, et donc ils n'ont rien pu dérober, ils n'ont pas pu surtout mettre à mal l'établissement. Donc c'est un petit peu ces postures-là qu'il faut réussir à acquérir et ce vers quoi le programme CARE tend dans le cadre de ces actions. Et bien évidemment, c'est aussi se dire, il y a une dette technologique qu'on a tous dans nos établissements, et c'est voir de quelle manière on peut aussi contribuer à résorber cette dette technologique et faire en sorte qu'on ait les niveaux de préparation et des niveaux d'outillage suffisants pour être en mesure de stopper les fameuses attaques dont on parlait. Donc il y a 4 axes que vous connaissez, gouvernance, la partie mutualisation dont on parlait à l'instant, et ça en fait partie, comment on peut trouver des mesures qui soient utilisables par l'ensemble des établissements et dans une logique de financement mutualisé. La sécurité opérationnelle, qui est un des premiers domaines qui a été déployé dans le cadre du domaine CARE. Là, j'avance, il n'y a pas un intérêt majeur sur cette diapositive. Pour vous dire, donc là, on a le domaine 1 qui visait justement à permettre aux établissements de mener des audits techniques, notamment sur ce qu'on appelle les annuaires d'entreprise. Pour faire simple, c'est ce qui vous permet à chacune et chacun d'entre vous de pouvoir accéder à tel et tel outil de l'établissement et du système d'information et qui permet quelque part de gérer les droits d'accès, de dire tiens, Monsieur Dupont, Madame Martin a accès au DPI, a accès au DUI, etc. Et donc on voit bien tout l'intérêt pour un attaquant
notamment, c'est de pouvoir prendre pied sur cet annuaire, puisque c'est cet outil-là, pour faire simple, qui va gérer les droits d'accès à l'ensemble du système d'information et donc au patrimoine de données de santé ou de données simplement administratives que détient votre structure. Donc l'attaquant va vouloir devenir administrateur de cette partie-là. Donc il y a toute une démarche d'audit qui a été plébiscitée, qui a été soutenue financièrement. De la même manière, je vous parlais de tout ce qui est exposé sur Internet. Du moment qu'on a un équipement qui est accessible sur Internet, bien évidemment, un peu à l'image de ce qu'on connaît, hein, on est sur la voie publique, on se balade dans une rue, c'est comme si un pirate ou un voleur tentait de voir s'il y a une porte d'entrée qui n'a pas été fermée à clé, et s'il peut s'introduire dans le couloir de l'immeuble ou éventuellement dans l'appartement. Eh bien là, en fait, c'est la même chose que font les attaquants sur Internet. Ils vont tester toutes les portes exposées sur Internet au niveau de vos équipements. Ils vont tenter de forcer un petit peu ces portes. Donc là encore, il y a des outils, il y a des choses qui sont mises en place. Un des problèmes que l'on avait et qui est réel, c'est que ce domaine-là, ce domaine 1, était uniquement réservé à nos collègues du sanitaire. Et il est vrai que nos collègues du médico-social n'ont pas pu avoir accès au financement et aux enveloppes d'aide sur cette partie-là. Alors, fort heureusement, sur le domaine 2, 3 et 4 que vous avez à l'écran, la sécurisation du poste de travail et la détection des menaces, la sécurisation des accès distants de télémaintenance et tout ce qui est lié à la sauvegarde, là, on a des domaines qui vont être ouverts aux deux communautés, sanitaires, médico-sociales, et donc il y aura la possibilité, là encore, d'obtenir du soutien, de l'engagement financier dans le cadre du programme CARE, dans le cadre de cette montée en sécurisation des postes de travail, des accès distants, que ce soit VPN ou télémaintenance pour vos prestataires, mais également de tous les travaux liés à la sauvegarde que vous pouvez mener dans le cadre de vos travaux et plans d'action. Donc bien évidemment, on pourra y revenir et on aura l'occasion, dès que ces domaines-là vont être ouverts, pour vous donner une idée, c'est quelque chose qui va être ouvert au mois de novembre-décembre et plus certainement début d'année 2025. Et là, on aura l'occasion, avec nos collègues de l'ARS, de pouvoir vous présenter en détail comment candidater et comment obtenir les financements qui seront adossés à ces différents domaines. Alors, un élément aussi que je peut-être vous partager, c'est l'ambition de la part du ministère de mettre en place dans chacune des régions françaises, au même titre qu'on a des ARS, au même titre qu'on a des grades dans chacune des régions, vous aurez désormais ce qu'on appelle des centres de ressources régionaux en cybersécurité dédiés aux acteurs de santé, médico-social, professionnels libéraux et structures de coordination. Donc c'est ce que incarne en fait, et on aura un changement d'échelle au niveau de l'équipe CAPSI qui jusque-là essayait de soutenir et d'animer et de participer à vos travaux autour de la cybersécurité. On a cette ambition de devenir ce centre de ressources, donc bien sûr il faut aussi s'étoffer, développer. On est en train de retravailler l'offre de service pour pouvoir justement vous accompagner et jouer un petit peu ce rôle de soutien qui est nécessaire. Alors, sur les dates approximatives, Patrice, sur ces domaines, on n'a pas encore le calendrier très précis. Pour les accès de télémaintenance, on pense que ça devrait pouvoir démarrer vers le mois de novembre. Et très certainement, pour tout ce qui est sauvegarde des postes de travail, on sera plutôt sur début d'année 2025. Mais de toute façon, dès qu'on a plus d'informations, notamment l'ARS qui est à la manœuvre, ne manquera pas d'informer vos établissements pour ces éléments-là. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, on a une nouvelle version du site CAPSI qui va voir le jour, qu'on a voulu un petit peu plus détaillée, plus étoffée en termes de services. Et surtout, vous verrez que l'offre de service de CAPSI, à votre destination, à votre disposition, elle va être mise en corrélation et en synchronisation avec les fameux domaines CARE que vous avez à l'écran. Et vous saurez finalement, tiens, tel et tel service contribue au domaine 1, au domaine 2, au domaine 3,
Donc, je vous invite peut-être la semaine prochaine à vous connecter. Et pour rassurer Patrice, on aura toujours notre poulpe, hein, qui est notre mascotte, qui sera présent sur le site. Donc, voilà, on s'en réjouit. Voilà, je continue sur cette partie-là. Actualité de la conformité numérique, et je vais accélérer pour qu'on ait du temps pour les questions que vous pourriez avoir. Je reviens sur une information, hein, qu'on avait déjà échangée au mois de juillet pour celles et ceux d'entre vous qui étiez là. Vous avez en tête que notamment le référentiel HDS, vous savez, pour l'hébergement des données de santé, on a l'obligation, hein, de passer par des hébergeurs de données de santé du moment qu'on manipule de la donnée sensible, de la donnée à caractère personnel qui traite de la santé. Eh bien, en fait, ce référentiel d'accréditation, il a évolué. Voilà, là encore, c'est des éléments sur lesquels on aura l'occasion de revenir dans le cadre de la journée du 28 novembre, notamment en vous parlant de cette partie-là. Donc, si vous avez l'opportunité, vous êtes les bienvenus à Aix-en-Provence. C'est une journée qui a lieu le 28. Voilà. Je ne reviens pas sur les thématiques, hein, qui avaient été retenues par la CNIL en 2023-2024. On avait notamment dans les contrôles et les points de contrôle que souhaitait mener la CNIL, on avait l'accès aux dossiers patients informatisés, hein, au sein des établissements de santé. Ça, on l'avait toutes et tous en tête, et ça fait partie des éléments. Alors, actualité de la conformité, par rapport à la dernière fois, on s'aperçoit qu'il y a un recours de plus en plus important à la procédure simplifiée, qui est maintenant utilisable par la CNIL depuis 2022. On est sur des procédures qui sont un peu plus rapides et qui permettent à la CNIL de pouvoir avoir une force de frappe qui ne prend pas des mois, et notamment derrière avec un petit peu des sanctions qui peuvent être assez rapides. Et là, vous voyez que depuis le début de l'année, on a un peu près d'une trentaine de sanctions qui ont été prises pour un montant de l'ordre de 300 000 euros. Et on est déjà, rien que en ce moment, c'est beaucoup plus important que sur 2023. Et vous voyez qu'en fait, les motifs de sanction, alors ça peut paraître à la fois peu en termes de montant, hein, 300 000 euros, bon, mais vous voyez que les manquements qui sont sanctionnés, et ce qui explique notamment la procédure simplifiée, qui est une procédure un peu flash et rapide, c'est un peu comme si on avait finalement nos fameux radars d'autoroute, hein, et ben là, c'est un peu la même chose. Les manquements sanctionnés, c'est des absences de registre de traitement. Donc, on est vraiment sur les fondamentaux du RGPD. Ben, on n'a pas de registre de traitement, ok, on est sanctionnable. Notre site institutionnel ne permet pas de refuser les cookies, hein, vous savez, ces fameux traceurs qu'on a sur les sites Internet. Eh bien, en fait, on est sanctionnable. Et là encore, procédure simplifiée, la CNIL ne se déplace pas chez vous. Ils vont pouvoir le constater à distance. Ils se connectent sur votre site. Vous n'avez pas les cookies ou le bandeau d'information qui va bien. Eh bien, en fait, vous pouvez être sanctionné. Et vous voyez qu'aussi, très souvent, maintenant, c'est des mises en demeure qui sont envoyées. Votre direction reçoit une mise en demeure en disant, voilà, vous avez tant de temps. Et puis, s'il y a un défaut de coopération, ça peut être aussi sanctionné et donner lieu à une contrainte et une sanction financière. Et puis, le non-respect des droits des personnes, hein. L'absence de réponse, on a souvent quelquefois des patients ou des familles de patients qui nous demandent d'accéder à telle et telle donnée. Sachez qu'on a normalement un délai de réponse d'1 mois. Du coup, souvent maintenant, j'allais dire les familles ont tendance à porter plainte auprès de la CNIL. Et quelquefois, quand il y a une conjonction de plaintes, voilà, la CNIL est tentée de faire suite et de mettre en place des sanctions. Je vous ai mis aussi en apparence, vous l'avez vu passer, hein, CGDIM Santé, qui est un éditeur pour les professionnels libéraux, qui a été condamné à 800 000 euros. Notamment, je ne rentre pas dans le détail, outre des autorisations préalables pour un observatoire qui n'avait pas obtenu auprès de la CNIL. En fait, le gros problème qui a été reproché, c'est que la solution d'observatoire qui mettait à disposition d'un panel de médecins
euh, n'était pas fondée sur des données qui étaient anonymisées. Et à cette occasion, dans son arrêt, la CNIL finalement est revenue un petit peu sur la différence entre pseudonymisation et anonymisation. Pseudonymisation, hein, c'est le fait de dire, tiens, au lieu de dire j'ai Monsieur Martin ou Madame Dupont, et à partir de là, je mets par exemple le numéro 324 pour Monsieur Dupont et 422 pour Madame Martin. Mais en fait, à un moment, il y a bien une table de correspondance quelque part qui permet de dire que le 422 c'est Martin et réciproquement. Là, on est sur un modèle dit de pseudonymisation. L'anonymisation, c'est le fait qu'une fois que la donnée a été modifiée, elle ne peut pas être réidentifiée, même de manière indirecte ou par des recoupements. Donc voilà, c'est un petit peu ces éléments que remettait en exergue la CNIL sur cette décision. Vous voyez, en fait, avec une grosse pénalité, hein, 800 000 euros, on est quand même sur des montants importants pour un éditeur de logiciels. Je reviens sur l'actualité de la conformité numérique. Vous aviez vu passer hein, notamment les recommandations de la CNIL sur la vidéosurveillance, notamment dans les EHPAD, avec l'interdiction par principe. On en avait parlé la dernière fois, je vous l'ai remis un petit peu en mémoire. C'est des choses qui sont intéressantes et en tout cas importantes à avoir en tête. Peut-être un élément sur le DPI, notamment la CNIL, hein, vous l'avez vu, l'accès à l'information des patients, hein, ça faisait partie de leur thématique de contrôle pour 23-24. Là, ils ont réalisé 13 contrôles et notamment, ils donnaient un certain nombre de recommandations dont on avait déjà parlé au mois de juillet, mais que je me suis permis peut-être de remettre en mémoire. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais vous avez les recommandations suite au contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à ce que des pays fassent l'objet de sécurité renforcée et notamment soient fondés un petit peu sur le droit d'en connaître, partant de l'idée que tout le monde ne doit pas accéder au dossier au DPI et que c'est vraiment les personnes qui sont habilitées, et dans la logique un petit peu du droit d'en connaître de par leur fonction, à accéder à tout ou partie du DPI. Voilà, avec notamment aussi des éléments qui sont demandés par la CNIL, c'est le fait de pouvoir comment dire, journaliser, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans des pays, qui fait quoi, quand, comment, etc. Et pouvoir en fait avoir des journaux techniques sur les accès et ce qui a été réalisé. Et au-delà des accès, c'est pouvoir aussi notamment contrôler ces journaux et vérifier que les personnes habilitées ont bien accédé aux bonnes données et qu'on n'a pas éventuellement des personnes non habilitées qui auraient détourné un usage et qui auraient accédé à des données. Voilà, bon, en tout cas, c'est ces thématiques qui sont rapportées par la CNIL. Voilà, je vous propose peut-être de pouvoir répondre aux questions que vous avez avec un petit peu de retard, j'en suis désolé. Alors, Franck qui nous pose la question, peut-on se faire héberger par un autre établissement de santé voisin qui est HDS pour lui et inversement? Alors, effectivement, on peut imaginer, si vous avez un établissement qui a l'agrément HDS, vous pouvez tout à fait avoir un partenariat et avoir une convention. Alors après, c'est notamment voir de quelle manière qui est responsable de traitement et qui est sous-traitant. C'est-à-dire que finalement, l'établissement de santé voisin serait quelque part votre hébergeur de données de santé, donc en quelque sorte votre sous-traitant. Donc là, il y a des conventions juridiques à imaginer et ça peut être un petit peu compliqué, mais c'est jouable. C'est jouable. Parce que là, il y a une prestation de service, hein, j'imagine, qui pourrait exister, mais c'est des choses qu'on peut envisager. Sur les sanctions, vous avez raison, Patrice, hein, on est bien toujours sur un pourcentage du chiffre d'affaires par rapport aux sanctions de la CNIL, même si maintenant, avec le régime des sanctions simplifiées, on est sur des montants un petit peu plus faibles ou moins spectaculaires, mais qui sont plus importants. Voilà, on est vraiment passé sur un modèle, enfin je reprends ma métaphore de la circulation routière.
On avait par le passé, ben voilà, il y avait le contrôle routier, on a été arrêté par la gendarmerie, et puis voilà, à partir de là, on pouvait avoir. Là maintenant, on est sur des contrôles automatisés avec des radars tronçons ou des radars qui sont embarqués sur l'internet entre guillemets et qui vont relever les fautes euh, des, liées à l'usage numérique. Donc voilà, avec des sanctions via les procédures simplifiées qui vont avoir tendance à se multiplier. Euh, L'obligation du MFA en local, en tout cas, ça fait partie, pour le DPI, ça va faire partie des mesures. On parlait de la double authentification, qui vont être des mesures fortes, qui vont être imposées par notamment NIS 2, mais également par le programme CARE, à travers les fameux domaines dont on parlait tout à l'heure, la sécurisation du poste de travail, des serveurs. Voilà, c'est quelque chose qu'on devra développer. Alors avec notamment des travaux aussi en amont qui sont faits par l'ANS avec les éditeurs, parce qu'on est bien conscient aussi que bah, vous êtes aussi tributaire de l'éditeur de votre DPI et qu'il faut qu'ils soient en capacité de pouvoir installer la double authentification sur les produits. Davina qui nous pose la question, au vu du retard au niveau des institutions sur la transposition des directives européennes, est-ce que l'obligation de la double authentification est reportée? Alors, je pense que, en tout cas, même si elle n'est pas de portée nationale, on risque d'avoir une forte injonction de la part de l'ANS, qui maintenant devient aussi une autorité de, j'allais dire, de contrôle et d'homologation, et notamment à travers le programme CARE, il y a de fortes chances que cette obligation soit maintenue et qu'on y soit, qu'elle soit requise, en tout cas d'ici 2025 au moins. Valérie qui nous pose la question, un listing de logiciels conforme au RGPD. Où dois-je demander cette attestation aux éditeurs? Vaste question. On n'a pas aujourd'hui de logiciel qui aurait une homologation ou une labellisation de la part de la CNIL en disant, voilà, il est conforme au RGPD. D'autant plus que finalement, c'est un peu l'usage qu'on en fait. C'est plutôt l'usage qui va être contrôlé, c'est-à-dire, je m'explique, on peut très bien avoir un logiciel qui va se revendiquer conforme au RGPD, parce qu'il est ce qu'on appelle privacy by design, il permet de compartimenter les accès, de donner des accès à tout ou partie des informations, mais c'est vraiment l'usage que vous en faites qui peut être un risque de détournement du RGPD. Je m'explique. Vous avez un logiciel qui vous permet, qui répond aux règles de création, mais qui permet par exemple de mettre des commentaires libres. Si quelquefois l'utilisateur n'est pas sensibilisé, formé à l'usage conforme au RGPD, il peut être tenté de mettre dans ces zones de commentaires libres des informations qui sont interdites ou qui sont des données de santé ou des choses comme ça. Et à partir de là, vous voyez, cette zone de commentaires qui est souvent visible par l'ensemble des collaborateurs, ça peut devenir du coup un motif de non-conformité. Donc c'est pour ça que je me permets de dire, c'est plutôt l'usage qu'on fait de l'outil et pas forcément l'outil qui va permettre de s'assurer de la conformité. Alors, y a-t-il d'autres pistes de réflexion au niveau des ESMS pour passer par d'autres moyens d'identification électronique pour s'affranchir des cartes CPX? Gestion administrative lourde et turnover dans les ESMS. C'est vrai que c'est une vraie question avec effectivement les changements et les évolutions de personnel, les entrées-sorties de personnel. Il y a d'autres outils. Même si la carte CPX ou CP, enfin, voilà, de manière générale, reste un petit peu l'élément. Il y a d'autres outils qui sont en train d'être étudiés, mais ce n'est pas non plus la panacée. Vers qui se tourner pour les conventions? Ce que je vous propose, Davina, bien sûr, sur ce point-là, n'hésitez pas à nous recontacter au titre de CAPSI pour qu'on puisse développer et répondre plus précisément à votre question. Là, j'essaie, comme il nous reste peu de temps, et je crois qu'on est arrivé même à la fin du temps qu'on s'était donné, j'essaie de répondre aux autres questions. Vers qui se tourner pour les conventions de service, hébergement croisé sans vue? L'idée de stocker ces données à l'extérieur uniquement. Vers qui se tourner pour des conventions de service? Vous voulez dire, Franck, peut-être en termes de conseils pour réaliser ces conventions?
Là encore, n'hésitez pas peut-être à nous recontacter, non pas qu'on ait la science infuse là-dessus, mais on a une collègue qui est notre responsable juridique, qui est également DPO, et qui pourrait vous conseiller justement sur la manière de monter ces conventions de service. Merci. Voilà, petite précision sur le RGPD, ce n'est pas le logiciel qui doit être en conformité, mais l'ensemble de l'établissement, effectivement. Toc, toc, toc. Bonjour, j'ai alors double identification pour le DPI, on parle des connexions à distance. Alors pas forcément, il y aura peut-être, en tout cas, effectivement, à minima sur les connexions à distance, il y aura cette double authentification. Mais on attend un petit peu les exigences qui vont être inscrites dans le CARE. Et en fait, les fameux domaines sont diffusés au fil de l'eau, donc on n'a pas toujours les éléments au jour J. Voilà. Donc Valérie qui nous dit: je n'ai pas connaissance d'une matrice d'habilitation des différents professionnels de santé qui entrent dans le PEC du patient. Résumé, qui peut voir quoi? Alors effectivement, ces matrices-là, c'est vraiment des matrices qu'on appelle des matrices RACI, qui déterminent qui peut voir quoi, qui peut modifier, qui peut supprimer. Ça, c'est des choses souvent qui sont réalisées un petit peu à la discrétion de l'établissement et surtout en lien avec l'éditeur, qui a un devoir de conseil aussi, en vous disant, ben voilà, aujourd'hui, voilà ce que permet de faire le logiciel. Donc, ça permet un petit peu de... mais là encore, Valérie, n'hésitez pas, je ne veux pas abuser trop de votre temps puisqu'on est arrivé à la fin de notre échange. Bon, je vois qu'effectivement, le vote ne vous conseille pas. Là encore, c'est des choses sur lesquelles on peut discuter ensemble. N'hésitez pas à nous recontacter au titre de CAPSI. Hein, vous allez sur notre site, c'est capsi.tech, T-E-C-H. Et en fait, vous pouvez nous contacter et puis on aura plaisir à échanger avec vous, à pouvoir répondre de manière plus détaillée à votre besoin et à votre attente. Et donc, en tout cas, si vous avez la possibilité, je me permets de refaire de la publicité pour le 28 novembre. Vous êtes toutes et tous les bienvenus sur cette journée qui se déroulera à Aix-en-Provence, sur lequel on aura des tables rondes, des ateliers pratiques qui vous permettront l'après-midi de travailler sur tel ou tel domaine. Et puis, dès lundi, si vous avez l'opportunité, venez voir la nouvelle version du site CAPSI et on aura plaisir à répondre à vos questions si vous nous contactez via ce site. En tout cas, un grand merci, messieurs, dames, pour cet échange. Et puis, merci beaucoup pour votre participation et à votre disposition pour répondre à vos besoins.